Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va faire le débrief du Grand Prix d'Espagne qui avait lieu sur le circuit de Catalunya, Barcelone. C'est peut-être même la dernière fois qu'on aura le Grand Prix d'Espagne. On sait qu'il y a des tractations en cours avec également Zandvoort pour retourner aux Pays-Bas avec les fans de Max Verstappen, et le Grand Prix d'Espagne serait mal embarqué pour être prolongé l'année prochaine avec le départ de Fernando Alonso. Carlos Sainz serait pas aussi attrayant, même s'il y avait beaucoup de fans dans les tribunes. Il y avait même une tribune qui était réservée. Et on sait que les Grands Prix européens, on ne devrait pas en avoir plus que ce qu'on a comme chiffre aujourd'hui. Donc ça pourrait être un peu compliqué. Alors ce Grand Prix d'Espagne n'a pas été fantastique au niveau du spectacle. On a eu quand même très peu de dépassements. Heureusement qu'il y a eu Romain Grosjean sur la fin de course, mais on y reviendra. Et puis heureusement également qu'on a eu le crash entre Stroll et Norris pour nous amener un petit peu de spectacle. L'Hamilton a plutôt été tout devant pendant le week-end. Mais on commence tout de suite ce débrief par le bilan des Bleus. Et dans ce bilan des Bleus, on va commencer par Pierre Gasly. Alors le français, ça va mieux chez Red Bull pour Pierre Gasly. Il finit 6e du Grand Prix, même s'il finit un peu loin de son coéquipier Max Verstappen, mais qui a fait encore un très bon week-end. Pierre, ça s'est bien passé. En qualification, il est encore là, en course également. Et puis, surtout, là, il a enfin pu se battre avec les Ferrari. Ce qui n'avait pas été le cas, par exemple, à Bakou ou encore à Bahreïn. Là, on sentait qu'il était très proche des Ferrari, surtout après l'arrêt au stand qui a été catastrophique, le premier arrêt au stand chez Ferrari. Mais voilà, bon Grand Prix de Pierre Gasly qui va devoir rééditer ses performances et puis l'obligation également de réduire cet écart avec Max Verstappen qui est encore, on va dire, à la régulière de 5 dixièmes au tour. Il faudrait qu'il passe sous les 2 dixièmes. Donc voilà, il y a encore du travail pour Pierre, mais là il peut de nouveau travailler avec un petit peu de calme avec Red Bull, parce qu'il marque des points qui sont importants pour Red Bull, pour le championnat constructeur, parce que Ferrari n'est pas forcément fantastique depuis quelques courses. Bon Grand Prix, pas d'erreur, même si à un moment ça a été chaud au virage 9, comme en essai cet hiver. Et puis j'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de confiance dans la voiture et qu'il commence à se lâcher à bord de la voiture. Donc c'est très intéressant. Et puis voilà, quand il aura on va dire les mêmes évolutions, même si on sait que Red Bull reste l'équipe de Max Verstappen, quand il aura des évolutions similaires au pilote néerlandais, normalement ça devrait bien se passer pour Pierre Gasly. Deuxième français qui a aussi fait un bon Grand Prix, c'est Romain Grosjean. Enfin des points pour Romain Grosjean, enfin une bonne course pour As de toute façon de manière générale. La voiture a plutôt bien fonctionné, des évolutions qui ont fonctionné. Ils ont apporté pas mal d'évolutions sur les dashboards, ces pièces, ces petites ailettes en carbone qui sont devant les pontons, devant ces fameux pontons au niveau de la voiture. Et bien là, on a apporté des petites évolutions qui permettent d'accélérer l'air et surtout d'avoir plus d'air disponible pour le diffuseur arrière et toute la partie du fond plat, donc toute l'aéro qui est sous la voiture. Bon week-end également parce que pas d'erreur. On se souvient l'année dernière du premier virage en Espagne. Là il a été beaucoup plus calme au départ. Puis il a été beaucoup plus calme, même s'il y a eu des moments chauds au niveau de la fin de course, mais parce que ça a été chaud avec son coéquipier Magnussen, ça a été chaud également avec Carlos Sainz. Mais voilà, il marque un point et sa saison a enfin lancé. Et on peut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait des points qui soient marqués un peu plus tard dans la saison. Je pense que ça sera compliqué à Monaco pour la prochaine course, parce que c'est jamais un circuit qui a fonctionné pour As. Et puis comme ils ont des problèmes de température dans les pneus, forcément ça ne va pas marcher à Monaco, qui est un circuit où il y a peu de stress sur les pneus. Il y a beaucoup de virages, mais des virages lents, donc ça stresse peu le pneu. Normalement, il faudrait les attendre de nouveau. Pas au Canada non plus, mais un peu plus tard sur des circuits où les températures de pneus risquent d'être importantes et la gestion des pneus risque d'être importante. Et puis c'est dommage pour Grosjean qui perd des places en fin de course, mais la safety car ne l'a pas aidé, le français. Et ça c'est bien dommage, mais bon Grand Prix pour Romain. Malgré tout, c'est dommageable que Magnussen lui soit passé devant, parce que j'ai l'impression que la situation s'inverse un petit peu chez As. Magnussen est presque devenu le numéro 1 de l'équipe.
il faudrait pas que ça continue pour Romain, parce que voilà, en fin de course, on a vu, il était très incisif, le Danois, et puis on sait que Günther Steiner, le directeur de Haas, aime ce type de pilotage. Il a été formé à l'école américaine également, ce directeur d'équipe. Donc voilà, faire attention pour Romain Grosjean de ne pas se faire chipper une place par son équipier lors des prochaines courses. On passe maintenant au top pilote et au top écurie, et bien entendu, Mercedes. Alors Mercedes sur ce week-end, intouchable. Ils ont collé 7, 8 dixièmes à chaque séance à toutes les équipes, donc il n'y avait vraiment rien à faire pour Mercedes. Bottas qui se qualifie en pole position avec un dernier secteur d'anthologie en Q3. Regardez son passage à partir du virage 13, le 13, la chicane 14-15, la sortie du 16, mais le passage de la chicane au 14-15 est juste fantastique, c'est fabuleux, c'est du pilotage vraiment comme on aimerait en voir plus souvent. De l'autre côté, Hamilton qui, on sent, est sous pression par rapport à son équipier, par rapport aux performances de son équipier. On l'a vu, il a surpiloté en Q3. Il n'a pas réussi, il l'a dit à Jenson Button en interview, il n'a pas réussi à faire un tour complet. C'est-à-dire qu'il avait le secteur 1, le secteur 2 et le secteur 3 qui étaient plutôt positifs, mais il n'a pas réussi à les mettre en même temps sur un tour combiné. On le voit sur son premier tour de Q3. Beaucoup d'erreurs à partir du virage 13 où il se bat vraiment avec la voiture et là il perd du temps, il perd des dixièmes qui sont précieux. Les 6 dixièmes d'écart avec Bottas, il y en a 3 qui sont là-dedans et puis il y en a 3, c'est le passage fantastique de Bottas parce qu'il a été formidable dans ce dernier secteur. En course, la Mercedes était pour moi pas la meilleure voiture en course. Verstappen avait une voiture qui me semblait plus équilibrée. On a vu Hamilton qui a eu du cloquage sur son deuxième train de pneus. Après son premier arrêt, il a eu beaucoup de cloquage. C'est assez dangereux le clocage, mais ça veut dire une usure, une surchauffe du pneu. Heureusement pour Mercedes, surtout pour Hamilton, il y a eu la voiture de sécurité qui l'a bien aidé. L'accident de Norris et Stroll, parce que je ne suis pas sûr qu'il aurait remporté le Grand Prix. Sinon, parce que Bottas avait plutôt l'air de bien gérer les pneus sur son deuxième train, il aurait peut-être pu aller au bout, alors que Hamilton il serait pas allé au bout, ça c'est sûr, vu comment le pneu arrière droit était cloqué. C'était à l'extérieur du pneu, c'était assez difficile même, je pense, de maintenir la voiture. Red Bull, Verstappen, bien entendu, parce qu'on a déjà parlé de Pierre Gasly auparavant, mais bon Grand Prix de Verstappen devant les deux Ferrari. Bonne qualification où il se trouve devant Charles Leclerc, 4e. Pas un bon départ de Verstappen, mais ensuite en rythme de course il était bien. Voiture équilibrée, il n'a pas l'air d'avoir de soucis avec les pneus, il a l'air de se sentir bien dans la voiture, l'équipe le soutient totalement. Il ne fait plus d'erreurs comme l'année dernière par rapport à des décrochages au niveau du mental. Donc non, bon Grand Prix, il n'y a pas grand chose à dire de la part de Max Verstappen qui continue comme ça. Et la 3e place du championnat sera pour lui, ça c'est clair et net. Si Ferrari en plus ne se rétablit pas, et j'ai l'impression que Ferrari va mettre du temps à se rétablir. Donc très très bon Grand Prix de la part du néerlandais. Et puis en plus, si, comme indiqué, il y a un contrat et il y a un Grand Prix pour lui à Zandvoort l'année prochaine, alors là ça va être de la folie, vu la marée humaine déjà qu'on le voit chaque année à Spa pour Max Verstappen. Mais c'est un pilote qui, en termes de pilotage, là nous a fait une très très bonne course devant Vettel et devant Leclerc régulièrement pendant tout le week-end. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. En course ça reste une machine, Verstappen, il fait pas d'erreur, il est intelligent, qu'il continue comme ça. Et puis en plus, si Gasly arrive à dépasser les Ferrari, alors là ça sera fantastique pour Red Bull. Dernière équipe et dernier pilote au top sur ce week-end, c'est Haas avec Magnussen. On a déjà parlé de Romain Grosjean, les évolutions ont porté leurs fruits, une voiture qui était sur un circuit qui lui convenait beaucoup plus, avec un circuit qui est plus stressant pour les pneus. Alors quand je parle de stress au niveau du pneu, il y a des gens qui vont se dire qu'est-ce qu'il raconte là. Et c'est tout simplement que c'est un circuit où le pneu est plus sous contrainte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courbes rapides, qu'on passe à fond, et dans ce cas-là le pneu extérieur se déforme énormément et il chauffe énormément. Et donc pour les Haas qui ont des problèmes de température, surtout pour conserver la température dans le pneu, c'est un circuit idéal. Barcelone, les évolutions au niveau des dashboards ont l'air de plutôt bien fonctionner.
Et puis, quand la voiture fonctionne, ils ont des pilotes qui sont très performants. Alors Romain Grosjean était devant Magnussen pendant une grande partie de la course. Le safety car l'a pas mal gêné. Et ce qui fait que Magnussen, c'est un pilote qui est très agressif. On l'a vu, il a dépassé Romain Grosjean au premier virage. Il y a eu contact entre les deux pilotes. Ça a été viril, mais c'est resté, on va dire, correct. C'était à la limite, à l'extrême limite, mais pour moi, ça reste correct. Les deux voitures sont à l'arrivée, sans trop de dégâts, j'ai l'impression, même pour la voiture de Grosjean, qui perdait du rythme parce qu'il avait un souci avec ses pneus. As, je pense que ça sera compliqué encore pour eux à Monaco et au Canada parce que c'est pas forcément des circuits qui sont très contraignants au niveau du pneu. Par contre, en Grande-Bretagne, ils devraient être performants, mais après, on ne sait jamais à Monaco parce que si les évolutions qu'ils ont apportées fonctionnent excellemment bien, dans ce cas-là, ça devrait leur permettre d'aller chercher les points, surtout qu'ils ont le meilleur moteur du plateau avec le moteur Ferrari. On va passer aux équipes un peu moyennes rapidement, comme souvent. On commence avec McLaren. Alors, Carlos Sainz fait 8. Mais dans le même temps, Lando Norris a eu un Grand Prix compliqué. Je sais pas trop ce qui s'est passé au départ avec Kimi Raikkonen. Il a dû quand même se foirer sur la phase de démarrage Lando Norris parce qu'il était très très loin. Il a perdu 6 places en un tour, comme Raikkonen, les deux. Et puis de l'autre côté, Sainz finit bien son Grand Prix. Pas vraiment un énorme rythme, Carlos Sainz en bagarre avec les Renault pendant une grande partie du week-end, éliminé en Q2, assez loin sur la grille. Sainz n'avait pas un rythme en course exceptionnel. Lando Norris non plus, qui n'est jamais revenu lors du Grand Prix, mais est-ce que la voiture n'avait pas eu des dégâts? Sainz domine son équipier sur ce Grand Prix. Ça va lui faire du bien, parce que c'était pas le cas depuis quelques courses. Et puis Norris, on a vu que ça reste quand même un pilote débutant, même si encore une fois, il fait un énorme travail. On l'a vu en Q1, même en Q2, il est devant Carlos Sainz avec une voiture qui était pas forcément idéale. Après, McLaren, ça fait depuis 2-3 Grands Prix que c'est pas top par rapport à leurs 2 premières courses. Donc voilà, il va falloir un petit peu peut-être se remettre en question. Peut-être amener également des évolutions un peu plus importantes à partir du Canada, parce qu'on sait qu'à Monaco, c'est un peu particulier comme circuit. Deuxième équipe moyenne sur ce week-end. On marque des points, mais c'était pas fantastique au niveau de la vitesse de pointe. C'est l'équipe Toro Rosso avec certes Kvyat qui va en Q3 avec une 9e place, mais dernier quasiment de Q3 parce que Ricciardo faisait des temps très très lointains, et puis avec Albon 12e de Q2. Grand Prix où en rythme pur, normalement ils n'auraient pas dû marquer de points, mais ils ont profité de la fin de course assez moyenne de Romain Grosjean, et puis de quelques points qui étaient de quelques pilotes qui se sont un peu ratés. Donc bon Grand Prix de la part de Toro Rosso quand même, pour Kvyat. Albon, il fait avec ce qu'il a sous la main. Il a tenté de chercher Romain Grosjean, mais il n'a pas trouvé l'ouverture. Le Français a bien fermé les portes. Les bonnets d'âne sur ce Grand Prix, ça commence avec Ferrari. Alors j'ai l'impression de me répéter régulièrement du côté de chez Ferrari. Panique à bord chez Ferrari, 4e et 5e, pas dans le rythme de Verstappen en termes de rythme de course. Gasly était pas loin d'eux. Il finit pas si loin que ça. Gasly de Charles Leclerc, il finit à moins de 7 secondes. Donc c'est vraiment pas loin, surtout sur des stratégies qui étaient assez différentes. Il n'y a pas grand chose à dire chez Ferrari, c'est la panique complète à bord. On tente plein de choses, ça part dans tous les sens et on avance à pas grand chose. Alors déjà, on rappelle, ils avaient changé leur moteur avant cette course avec une nouvelle évolution. Alors le moteur est très puissant, ça c'est clair et net. En ligne droite, ils étaient formidables. Par contre, une voiture, c'est pas qu'en ligne droite qu'elle doit être performante en Formule 1, et c'est là où est le problème. Dans tous les virages, ils sont à la rue. Surtout dans les virages lents, le dernier secteur était catastrophique pour eux. Mais vraiment. Et puis, pas terrible en usure de pneus. Pas mieux que Mercedes. Avec du graining, ce qui fait des pneus qui ne fonctionnaient pas de manière idéale. Et puis, c'est la panique à bord. On sent qu'il y a une vraie guerre aujourd'hui entre Vettel et Leclerc. Ça ne fait pas avancer l'équipe. Ça guerre d'ego entre les deux pilotes. Et puis,
panique à bord parce que tu as l'impression que Mattia Binotto ne gère plus rien du tout. C'est-à-dire que le directeur de Ferrari, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui partent de partout. On tente des réglages. Voilà, pendant tout le week-end, ils ont fait des réglages avec la barre anti-roulis sur un circuit. On roule tout l'hiver. Donc normalement, on ne devrait pas faire ça si la voiture elle était performante en hiver. Mais il n'y a plus rien qui marche. C'est panique à bord. Des stratégies catastrophiques. Un arrêt au stand catastrophique aussi. En passant, quand Ferrari rate ses arrêts au stand, c'est quand c'est une panique à bord, parce qu'en 2008, on se souvient de l'arrêt de Massa à Singapour lors du premier Grand Prix de Singapour où il arrache tout le système de ravitaillement. C'était déjà un moment où il commençait à se faire vraiment menacer par Lewis Hamilton qui revenait très fort avec la Mercedes. Après un gros début de saison de Ferrari, ils étaient en panique à bord. Depuis 12 ans, ils n'ont pas remporté un titre. Pourquoi ? Il n'y a pas de direction sportive claire chez Ferrari depuis 12 ans. Avant, il y avait Jean Todt. On n'a jamais trop parlé de Jean Todt, l'impact de Jean Todt dans les titres de chez Ferrari et dans le retour de chez Ferrari. Mais il a été primordial, Jean Todt, dans tous ces titres de champion du monde. Jean Todt, il permet à Ferrari, même quand ils étaient en difficulté en 2005 et 2006, il y avait un calme dans l'équipe. Ce qui leur a permis avec Kimi Räikkönen de remporter le titre en 2007, parce que je rappelle, c'était le dernier. C'est la personne de l'entourage Michael Schumacher qui est resté le plus longtemps chez Ferrari. Il est parti après 2007. Et depuis 2007, c'est le dernier titre. Et c'est Jean Todt qui a la tête de ce dernier titre. Depuis, c'est une catastrophe chez Ferrari, avec des ratés stratégiques, des ratés au niveau du management. On se souvient avec Alonso, mais c'est encore le cas aujourd'hui avec Vettel Leclerc. Et voilà, on ne peut pas s'en sortir chez Ferrari tant qu'on n'aura pas remis à plat ces soucis-là. Alfa Romeo, pas beaucoup mieux que Ferrari. Les mêmes soucis que Ferrari, Une voiture qui marchait bien cet hiver, qui ne marche plus du tout aujourd'hui. Alfa Romeo, ils avaient fait le meilleur temps lors de la première semaine, un des meilleurs temps lors des journées de la première semaine des essais hivernaux à Barcelone. À ce moment-là, tout le monde disait mais cette voiture est révolutionnaire. Alors l'aileron avant avec ses bords qui descendent très très bas, c'est fantastique. Au final, on s'aperçoit que la voiture elle est pas du tout maniable, certainement à cause de l'aileron avant. Là, en rythme de qualification, il n'y avait rien en rythme de qualification. Raikkonen, il avait aucun rythme. Giovinazzi, pareil. Giovinazzi est encore dominé par Raikkonen. Je crois que ça fait 5 courses d'affilée qu'il est derrière Raikkonen en qualification. Ça commence à faire un petit peu beaucoup pour Giovinazzi. Il va falloir qu'il se remette également un petit peu en question. Et puis en course, aucun rythme. Ils étaient avec les Force India qui n'étaient pas beaucoup mieux. Alors pour Alfa Romeo, on les attendait beaucoup mieux. On pensait que ça allait être peut-être la 4e force du plateau en début de saison. Aujourd'hui, ils ont des moyens. Le développement de la voiture cet hiver a été beaucoup plus intéressant que l'année dernière où il n'y avait pas d'argent. Parce que je rappelle, le contrat avec Alfa Romeo s'était fait extrêmement tard. Mais voilà, rien ne se passe comme il faut chez Alfa Romeo. Pareil chez Racing Point. Donc là, voilà, c'est la même chose. Pas de rythme en course. Là, pour des raisons différentes. Une voiture qui a été faite un petit peu à l'arrache cet hiver. Parce qu'on ne savait pas en termes de moyens ce qu'on allait avoir quand il fallait débuter le développement de la voiture au mois de juillet. Je rappelle qu'à ce moment-là, l'équipe était en faillite. Donc c'est pas facile pour construire une Formule 1, ils ont pris du retard à ce moment-là. Le kit aéro, même si on apporte des évolutions, elles n'ont pas l'air d'avoir énormément marché. Et surtout, ils ont du mal à savoir où était le souci parce qu'ils ont amené énormément d'évolutions. Et à partir du moment où on apporte énormément d'évolutions, s'il y a un truc qui marche pas, on peut pas savoir ce que c'est. Et puis ensuite, Stroll, ça reste Stroll, et puis Perez, c'est pas non plus des pilotes qui peuvent faire des miracles avec la machine qu'on leur donne. Donc ça n'a pas donné une très bonne course. Williams, Williams, je reviens pas trop dessus, ils sont derniers, en galère totale avec leur voiture. C'est normal en même temps quand on fait une voiture aussi mauvaise que celle-là. Et puis du côté de chez Williams, moi ça m'inquiète beaucoup, c'est Kubica, encore dominé par George Russell, alors qu'il avait le châssis du début de saison de George Russell. Donc voilà, c'est le pilote là maintenant qui a l'air de pas être très performant. Je crois que oui, il faudrait réfléchir très clairement à est-ce qu'il a sa place en Formule 1 aujourd'hui, Kubica. Moi j'ai des très gros doutes parce qu'il n'apporte rien à l'équipe, très clairement en termes d'apport de soutien technique. Et la voiture, elle est aussi dure à conduire que l'année dernière, ce qui était déjà un problème l'année dernière. Les mêmes soucis se répètent cette année. La voiture était inconduisible l'année dernière en deuxième partie de saison, elle est toujours inconduisible aujourd'hui.
Voilà, avec un caractère assez imprécis. Renault, ça a été la galère pour l'équipe française. Pas de rythme. Alors, Hülkenberg, catastrophe en qualification, qui détruit une bonne partie de sa voiture, avec un aileron qui a dû être changé et qui n'était pas l'aileron avec les nouveautés qui étaient apportées à Barcelone. Ils en avaient qu'un, donc voilà, il a dû faire avec l'aileron ancienne génération. Ricciardo, lui, c'est pas mal en qualification. Il domine Hülkenberg, il rentre en Q3. Mais alors, c'est un miracle qu'il arrive à rentrer en Q3 et tu le sens. La voiture n'avait aucun rythme sur ce circuit. Alors, est-ce que c'est le circuit qui ne convient pas à la voiture ou est-ce que c'est la voiture qui avait des soucis et qui s'en sortait bien, par exemple à Bakou en Azerbaïdjan? Ça, on a du mal à savoir. Peu d'évolution quand même sur la voiture aussi par rapport à d'autres équipes de milieu de tableau, par rapport par exemple à Haas. Ou même McLaren qui avait quelques évolutions supplémentaires. J'ai l'impression que Renault, ils avaient la même voiture qu'au début de saison, donc c'est vraiment pas top. Il va falloir se ressaisir parce que pour le moment, Renault n'est pas vraiment la 4e force du championnat et c'est pourtant leur objectif depuis le début de saison. On attend mieux de Renault, on attend mieux par rapport à la performance sur ce Grand Prix d'Hülkenberg, même s'il est bien remonté avec une stratégie à un arrêt. Il a eu un peu de mal en fin de course, Hülkenberg, et puis Ricciardo, il n'a jamais réussi à dépasser, que ça soit Albon, que ça soit Grosjean, que ça soit Carlos Sainz. Il était collé à l'aileron arrière de chacun de ses pilotes, mais il n'arrivait pas à les dépasser. Ça veut dire une voiture qui, comme elle est instable, on a mis plus d'ailerons à l'avant et à l'arrière. Mais oui, mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup de traînées aérodynamiques, ça engendre beaucoup de traînées aérodynamiques. Beaucoup de traînées aérodynamiques veut dire pas de vitesse de pointe en ligne droite, et donc il n'arrivait pas à les dépasser. Sur un circuit où c'est aussi galère que Barcelone pour dépasser, si vous n'avez pas de vitesse en ligne droite, c'est impossible de vouloir dépasser quelqu'un. Et donc comme il se retrouvait derrière des voitures, eh bien avec l'impact de l'air sale, parce que les voitures vous envoient de l'air sale, de l'air qui n'est pas de très bonne qualité, qui n'appuie pas correctement sur les ailerons, et bien dans ce cas-là vous n'avez plus d'appui. Comme vous n'avez plus d'appui, et bien vous forcez plus sur votre pneu, et comme vous forcez plus sur votre pneu, et bien vous dégradez de manière plus importante votre pneu. Donc rien ne va dans ce genre de situation, et Ricciardo s'est retrouvé à moins d'une seconde 5, donc ça veut dire vraiment dans le palier de l'air sale pendant quasiment toute la course. Donc voilà, ça a été un calvaire, je pense, pour Ricciardo, son Grand Prix au niveau aéro. Et bien comme à chaque fin de débrief, on passe au point sur le classement pilote. Vous le voyez à l'écran, le classement pilote avec Lewis Hamilton qui est en tête du championnat avec cette victoire. En plus, il a un point supplémentaire pour avoir réalisé le meilleur tour en course. Il se retrouve donc avec une petite marge d'avance, 7 points sur Valtteri Bottas, qui lui avait réalisé le meilleur tour en course en Australie, qui a 2 victoires. 3e Max Verstappen, mais Max Verstappen est déjà très loin, à plus de 50 points de ces 2 pilotes, quasiment à 2 victoires, c'est-à-dire de Bottas et Hamilton. Vettel à 2 points de Verstappen, Charles Leclerc lui a 57 points, et puis Pierre Gasly a accentué son avance pour la 6e place. Derrière, le meilleur des autres, c'est Magnussen, devant Perez, Lando Norris est 10e. C'est le meilleur des pilotes débutants du championnat. Et puis les pilotes qui n'ont pas encore marqué de points, ils sont 3, c'est Giovinazzi, Russell et Kubica. Romain Grosjean, lui, 17e du championnat du monde. Du côté du classement constructeur, eh bien c'est Mercedes qui est en tête, bien entendu, avec quasiment le maximum de points pour Mercedes. 217 points, ça veut dire quasiment déjà 100 points d'avance sur Ferrari, c'est-à-dire là encore 2 grands prix. C'est même plus de 2 grands prix d'avance pour Mercedes sur Ferrari. Ferrari qui a une trentaine de points sur Red Bull Honda. Derrière, l'écart est important avec la 4e force du plateau, McLaren Renault. L'écart de 60 points, plus de 60 points. Racing Point 5e, Haas a pris des points et remonte 6e. Ensuite, on a Alfa Romeo, Renault 8e, assez loin des objectifs de début de saison, et puis Toro Rosso et Williams qui ferment la marque en ayant marqué toujours 0 points. Et bien nous, on se retrouve pour la F1, ça sera du côté de Monaco. On fera la présentation du Grand Prix le 22 mai. Voilà, ça sera le jeudi 22 mai qui sera en ligne. Et on fera le débrief le mardi qui suit le Grand Prix, donc c'est-à-dire le mardi 28 mai.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, ça permet de monétiser la chaîne. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. On fera également le débriefing de la F2 et de la F3, alors assez vite, je le dis pas tout de suite parce qu'il y a le Giro qui prend beaucoup de temps en ce moment. Et puis voilà, on se retrouve pour du cyclisme très rapidement. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était l'Amérique Production. Ciao, ciao!